l'émission qui donne envie d'agir. Et qui donne envie de faire des rencontres. Nous sommes le 20 janvier 2016 en compagnie des lycéens de première STMG de Terminale L du lycée Camus à Nantes. Merci d'être avec nous. Et nous accueillons notre troisième invité, Julien Malinche, 34 ans, cofondateur de YouBuzz. 6 mots-clés pour se définir. J'aime bien jouer aux mots-clés. Julien, vous nous avez dit à la préparation de cette émission, marketing, Nantes, start-up libérée, ça parle peut-être d'entreprise libérée. Plaisir, potager, famille, il va falloir nous parler de tout ça. Wow. Pas de devise actuellement, mais peut-être à la limite s'il fallait choisir. Être heureux de se lever le matin. Racontez-nous la rencontre, Margot. Donc, alors, on vous a rencontré la semaine dernière à Nantes. Et puis, ce qui nous a surpris, c'est l'environnement dans lequel vous travaillez. Donc, c'est pas du tout ce qu'on penserait. Il y a des fauteuils, c'est cool. Les employés se baladent en trottinette, quoi. Alors ça on va pas ça tous les jours. Ça vous a surpris, ça? Ouais, bah oui. Ouais. Vous voulez travailler chez YouBuzz? Non, pas forcément, pas mais... forcément. Vous voulez travailler en trottinette? Non. Non plus. Non plus. Ouais, d'accord. C'est l'ambiance start-up en fait. Ouais. Alors moi j'aimerais bien. Ouais, Oui, travailler en trottinette, pourquoi pas. Travailler en trottinette, pourquoi pas. Fais ton CV sur YouBuzz. Voilà, exactement. Je pense qu'il faut commencer comme ça. Fatou, la vraie première question. En préparant cette émission, vous avez fait démarrer votre parcours après votre bac. Mais avant ce diplôme, à quoi ressemblait le Julien adolescent et enfant? Waouh. Waouh, ah ouais. C'est ça le but de la première question, c'est ça. Sur le fauteuil. C'est pour mettre dans l'ambiance, d'accord. À quoi ressemble Julien, enfant et ado? Je pense que c'était quelqu'un de... J'étais plutôt introverti. Voilà, j'avais pas vraiment de perspective professionnelle à cette époque-là. Même jusqu'au choix de mes études, jusqu'au bac, où je devais choisir mon orientation professionnelle. Et je pense que finalement, à l'époque, je suivais un petit peu les recommandations familiales ou l'exemple de mes grands frères et de ma grande sœur. C'est-à-dire? Voilà. En termes d'études, notamment, ma grande sœur qui, par exemple, à la suite de son bac, a réalisé une prépa, une subdeco, une école de commerce. Voilà, était pour moi un exemple pour pouvoir suivre à peu près le même créneau, alors qu'au final... Et votre frère? Et mon frère, lui, a eu des études un peu plus compliquées. Beaucoup plus compliqué, mais c'était un formidable autodidacte. Il s'est construit lui-même jusqu'à créer sa propre entreprise. C'est un peu la synthèse des deux, là, pour le coup, ouais, votre parcours. C'est un Tout peu à fait. ça, on va le détailler, ouais. Bien sûr. Juste avant qu'on passe à la question de Margot, est-ce que quand on a un frère et une sœur, au parcours évidemment propre à chacun d'entre eux, est-ce que ça nous inspire ou est-ce que ça peut nous mettre aussi la pression? Les deux. Les deux, clairement, oui, ça nous inspire. Je pense que tous les deux, l'une m'a peut-être permis d'aller jusqu'au fond de mes études et de persévérer, et l'autre m'a donné un exemple qui ensuite m'a permis, avec mes compères, d'avoir le courage de se lancer dans l'entrepreneuriat et de créer, cofonder une société. Margot? Donc vous êtes titulaire d'un bac scientifique et après le bac vous avez postulé pour 4 DUT. Ouais. Vous avez été pris à celui de Vannes de technique de commercialisation. Ouais. Et donc ce choix c'était celui que vous vouliez en premier ou vous avez été obligé de le prendre parce que c'est le seul qui vous a accepté? Alors non, j'ai été accepté dans l'ensemble de mes candidatures. Je pense que là encore une fois j'ai suivi l'exemple de ma sœur. En fait l'objectif pour moi c'était de faire un IUT mais de continuer mes études derrière, et notamment j'ai eu cet objectif de continuer dans une école de commerce, d'obtenir le bac plus 5 en fait. Vous l'avez dès le départ ça, cet objectif-là. Ouais. Mais avant ça, avant d'en arriver là, finalement j'ai l'impression, on en discutait en préparant cette émission, vous aviez une envie au moment du bac, c'était de partir de chez vous. Ouais, voilà, exactement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la vie de Julien? Je pense que j'avais envie d'aller voir ailleurs, de vivre et de voler de mes propres ailes, et de quitter un petit peu effectivement ce cocon familial, de découvrir d'autres choses, de devenir indépendant. Et je pense que ça m'a fait énormément de bien, et ces 2 premières années que j'ai pu vivre à Vannes à l'époque ont été 2 formidables années. J'ai découvert beaucoup de choses, que l'indépendance m'a beaucoup plu, et qu'ensuite ça s'est prolongé à Brest. Un petit peu plus tard. Fatou? Vous nous avez dit que ces 2 années ont été vos plus belles années d'études. Montrez-nous quel étudiant vous étiez. Quel étudiant j'étais? Ouais.
Pas très assidu en fait, beaucoup moins que lors de Vous mon voulez lycée. quitter la maison pour aller faire la fête, on parlait des études en fait, Bah, c'est ça? où les études servent aussi à ça, je pense, à un petit peu voir d'autres choses. En fait, ces 2 années étaient au niveau des études pas trop compliquées, ce qui laissait la possibilité d'essayer de découvrir d'autres choses et notamment de faire beaucoup de rencontres. Découvrir d'autres choses. Voilà. C'est- Ouais, c'est hyper large, c'est hein, très mais bien. non, mais C'est politiquement correct. d'ouvrir- exactement. Voilà, c'est politiquement correct, on va dire. Et mais j'ai découvert des personnes que j'ai beaucoup appréciées à l'époque, des amis, et en fait, finalement, ce qui m'a beaucoup plus développé, c'est tout ce qui s'est passé à côté des études. Exemple? Tout simplement ma vie personnelle, relationnelle. Que je pouvais avoir et développer à Nantes, et puis toutes les sorties que j'ai pu faire avec ses amis, et également... Est-ce qu'on développe son réseau aussi quand on, Ouais, on fait, pas- on entend, pas on devine encore. de la fête dans ce que vous avez Ouais, fait? bien sûr, ouais. Mais pas encore, pas à cette encore, époque-là. non. Après, oui, énormément. Mais pendant mes études... Mais ça sert à quelque chose quand même, parce qu'on se dit oui, faire la fête quand on fait ça, on fait pas autre chose, on Ouais, non. ne suit pas des études, Bien mais sûr ça que ça sert sert à quand quelque même à chose. quelque chose, ça sert à bâtir quoi chez Je vous? pense, ça me sert à me bâtir une confiance en moi en fait, et de faciliter le relationnel et la partie sociale. Tout à l'heure on parlait du triangle et je pense que ça m'a permis de mieux me sociabiliser. Ouais. Et donc de sortir de ce parce côté un qu'encore peu une fois, timide, introverti voilà, qui exactement. était le vôtre. Exactement. Donc c'est vous voyez, tout à fait même ça. la fête, ça sert à quelque chose, avec évidemment un peu de paramétrage Ouais. et de constance quand même. Le triangle fait. de Marie-France plaît beaucoup aujourd'hui, j'ai l'impression. Fatou? Vous enchaînez après dans une école de commerce à Brest. C'était trop tôt pour vous pour entrer dans la vie active. Vous aviez besoin de rester dans l'ambiance familiale des études. C'était important pour vous? Oui, en fait, en me projetant dans ces études... L'ambiance familiale, c'est ce qu'ont ressenti les lycéens Ouais. là, en préparant D'accord. avec vous, vous Ouais. confirmez? Ah bah oui, totalement, oui, c'est clair. Pour moi, ça m'a influencé dans le choix de mes études, ça m'a influencé par la suite dans mes choix professionnels. Je pense que ça me guide encore totalement, oui, c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Donc oui, ce côté familial est hyper important. Margot? Donc vous avez opté pour une spécialité en logistique, Ouais. mais vous aimez pas trop la théorie, vous Ouais. préférez la pratique plutôt? Oui, alors c'était effectivement des études en logistique ou en supply chain, comme on disait dans cette spécialité-là. J'ai choisi cette spécialité vraiment par opportunité professionnelle que ça me permettait d'avoir par la suite, puisque je voyais qu'il y avait beaucoup de débouchés assez intéressantes. Vous êtes quoi? Vous êtes pratique, créatif, relationnel? Vous êtes, s'il fallait vous ranger quelque part? Ouais, sacrée question. Un peu tout ça? Ouais, un peu Vous avez le tout droit de pas choisir. Non, ouais, un peu tout ça, clairement. J'arrive pas à me positionner, même encore aujourd'hui. Je pense que la polyvalence fait peut-être aussi un peu mon fort. Et à l'époque, en fait, ce qui me manquait dans cette spécialisation-là, effectivement, c'était le côté opérationnel. J'avais beaucoup de connaissances, on va dire, académiques de la chose, avec de formidables intervenants à l'époque. Mais il me manquait le côté opérationnel, ce qui m'a finalement... ouais, c'est un regret de ce côté-là. Et du coup, derrière, sur mes projets en termes de stage, ça m'a marqué. Yasmine? Et racontez-nous cette opportunité de stage à Moulin-Rôti. Oui, voilà, tout à fait. Qui n'a pas eu lieu du coup? Qui n'a pas eu lieu, effectivement. Donc j'ai voulu, à la fin de mes études, valider un petit peu ma formation à travers donc un stage long en société à Nantes, donc dans cette société de Moulin-Rôti, en logistique. Et finalement, j'ai réalisé cet entretien. L'entreprise me plaisait beaucoup, parce que même le format de l'entreprise était très intéressant, les produits qu'ils vendaient également. Sauf qu'une fois avoir réalisé cet entretien, je me suis senti totalement découragé parce qu'en fait, j'avais pas l'impression d'avoir suffisamment de pratique pour assumer les responsabilités qu'on voulait me donner. Et donc finalement, j'ai totalement abandonné cette idée-là pour finalement aller chercher Pas un assez stage. d'audace sur ce coup-là ou une vraie bonne analyse du fait qu'il vous manquait de la pratique? Parce que pour le coup, vous aviez l'occasion d'en avoir de la pratique là. Ouais, mais je pense que ça m'avait pas suffisamment donné de confiance en moi et j'avais Ouais. pas le côté pratico-pratique de la chose, de la logistique. Et alors, normalement, le stage est là aussi pour nous apprendre, c'est pas juste pour faire. Mais je me sentais désarmé par rapport à cela.
Et finalement, aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je regrette à l'époque de ne pas avoir fait peut-être d'alternance, par exemple. Donc, le stage est une opportunité, mais j'aurais pu aussi faire de l'alternance. Et je pense qu'avoir ce mix entre le côté entreprise, opérationnel et le côté académique, je trouve que c'est une vraie opportunité aujourd'hui. On parlera d'alternance, tiens, on parlera d'apprentissage, puisque d'abord on aborde la question du travail aujourd'hui dans la dernière partie de cette émission tout à l'heure, et peut-être que c'est une solution qui a été réévoquée dans les multiples plans gouvernementaux et jusqu'au plus récent évoqués par le président de la République. Peut-être que l'apprentissage, ça peut être une solution intéressante. L'autre spécialisation pour laquelle vous avez opté, c'est la création d'entreprise. Qu'est-ce qui vous a amené et qui vous a attiré dans l'entrepreneuriat? L'exemple, encore, familial. Pour moi, cette deuxième spécialisation c'était un bonus. Voilà, pour moi, j'avais ma principale spécialisation logistique et j'avais envie d'essayer de découvrir l'entreprise et le projet entrepreneurial, l'entreprise dans sa globalité. Voilà, il y avait des spécialisations de proposer, mais j'avais un manque sur la connaissance globale de l'entreprise et sur comment mener un projet de ce genre-là. Donc vous aviez déjà ça à l'esprit en étant étudiant? Ou c'était pour le fun, ça pourrait me servir à quelque chose? Non, j'avais pas cette idée-là. Alors, en fait, finalement, quand on m'a proposé le champ des possibles sur les spécialisations à choisir, j'ai d'abord visé l'opportunité d'employabilité, finalement, visé l'employabilité après la sortie de mes études. Et le deuxième était un bonus, et finalement je pense que j'ai pensé indirectement à mon frère et j'ai voulu découvrir un petit peu son univers. C'était pour comprendre votre frère? Un peu, en quelque sorte. Un peu, c'est intéressant. Vous voyez qu'une fois de plus, entreprendre, c'est une affaire de personne. Et là, typiquement, pour des raisons familiales, Julien semble avoir choisi tout à fait. le champ de la création d'entreprise. Alors avant de créer, effectivement, vous êtes diplômée, Margot? Donc à ce moment-là, vous avez 23 ans, vous avez votre diplôme et vous cherchez un boulot. Ouais. Donc quelle sensation vous avez eue en fait après dans cette recherche de travail? J'étais un peu perdu encore une fois, suite à l'échec notamment sur ma spécialisation logistique. Donc du coup... Mais c'était un vrai échec. Ouais, je trouve, ouais. Aujourd'hui, je suis très content finalement de ce hasard qui fait que je ne me suis pas dirigé dans cette voie-là, mais à l'époque en fait je suis perdu et donc du coup j'essaie de trouver un emploi tout simplement sans vraiment viser le bonheur au travail encore à l'époque. Je veux me faire de l'expérience et donc je vise surtout les sociétés qui embauchent. Je me souviens avoir postulé notamment dans le milieu bancaire qui embauchait beaucoup à l'époque. Et puis est-ce que vous êtes anxieux en tant que chercheur d'emploi? Pas au début, mais en fait c'est une recherche d'emploi qui a dû durer 4 mois. Ce qui est relativement court aujourd'hui, 4 mois. Court aujourd'hui, qui est devenu de plus en plus stressante finalement à la fin. La pression des parents? Non, pas vraiment. Non. Je pense que c'est la pression qu'on se donne nous-mêmes à notre réussite professionnelle, tout simplement. Et puis l'entrée sur le marché du travail est pas simple. C'est une vraie fracture. Enfin, c'est un vrai challenge, quoi. Donc c'est pas simple de le relever. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement aux jeunes qui s'apprêtent à rentrer dans la vie active ou ceux qui vous écoutent qui y sont déjà pour justement aborder la recherche d'emploi avec davantage de sérénité, outre le fait de faire son CV sur Do You Buzz naturellement? Oui, bien sûr. Bon, voilà. Conseil 1. Je pense que je le vois aujourd'hui avec du recul, mais c'est d'y aller avec beaucoup d'entrain et de joie de vivre le plus possible en tout cas, et avec le plus grand sourire possible, et d'y aller avec beaucoup d'espoir en fait, et de pas partir abattu et vaincu d'avance, parce que forcément ça ne crée rien de bon tout simplement. Donc la pêche, la méthode Coué commence d'abord par sourire et le reste viendra. Comme dans beaucoup de choses au final. Ouais. Et puis aussi de savoir s'entourer, aller vers les gens. Encore une fois, tout à l'heure vous parliez de réseau, et je pense que nous, en tout cas moi dans ma vie, ça à plusieurs niveaux, et au niveau de Do You Buzz, je pense que ça a été très important. Et d'être actif. Voilà, si jamais on ne trouve pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est malgré tout rester actif et de faire d'autres choses à côté, peut-être. Pourquoi pas proposer ses services dans des associations, etc. De se donner une activité qui va permettre de continuer à se former, et puis peut-être de rencontrer des gens ou des projets qui vont permettre de trouver un emploi. On travaille aussi dans des activités bénévoles, on en parlera tout à l'heure dans la dernière partie. Théo, ça te parle? Oui, votre petite pression en fait que vous avez eue durant ces 4 mois, et ça a été une étape dans la création de Do You Buzz? Vous y avez repensé quand vous l'avez créé, ou vous avez complètement oublié, vous étiez tellement dans votre création? Ouais, non, j'ai complètement oublié. Ouais, bonne question, mais non, j'ai complètement oublié.
C'était vraiment deux choses tellement différentes. Et puis en fait, je me sentais plus fort en fait, bizarrement. J'ai pas ressenti de pression à l'époque. D'accord. Ça vous a aidé, ça vous a poussé en fait à faire plus plutôt que juste vous déprimer ou quoi que ce soit en fait. Ouais, tout à fait, exactement. Ça Ouais, vous a apporté une sorte de force en fait quelque part pour continuer. Ouais, ça m'a apporté une force pour continuer. Je pense qu'en fait, la chance quand je recherchais un emploi d'une part, c'était d'avoir cette sécurité familiale aussi qui est là, et qui forcément consolide les choses. Et j'ai eu cette chance-là. Et puis quand j'ai voulu me lancer sur Do You Buzz avec mes compères, enfin en tout cas rejoindre mes compères, eh bien je me sentais fort aussi parce que j'étais encore libre, j'étais encore jeune, j'étais encore libre et pour moi j'avais pas encore trop de responsabilités familiales déjà à l'époque et donc du coup ça facilitait pas mal les choses. Fatou. Alors, vous êtes recruté chez Benchmark Group en tant qu'animateur producteur web. Est-ce que vous êtes un salarié docile à ce moment-là? Quand même à ce point la liberté, est-ce que c'est compatible avec les règles de l'entreprise? Ouais, bonne question, ça me fait remonter des choses, mais oui, bien totalement, vu, Fatou, totalement. Non, mais j'ai docile. Est-ce que vous êtes l'employé du mois en fait? Comment ça va? Difficile de répondre à ça. Non, je pense pas, mais en tout cas, j'essayais de répondre aux objectifs qu'on me donnait, et, ce qui est tout à fait normal, et puis j'essayais de comprendre aussi le projet de la société, ce qui n'était pas forcément facile à l'époque, mais oui, en tout cas, voilà, mon objectif était le même que celui de mes managers, donc j'essayais d'y répondre, et donc c'était mon objectif, et donc je pense que de ce point de vue-là, oui, j'étais un employé plutôt docile. Par contre, il y a des choses qui effectivement pouvaient plutôt, malgré tout, me perturber. Exemple. Je me souviens notamment d'une obligation sur la disposition des bureaux, etc., des écrans, de la tour de l'ordinateur et tout, qui à l'époque, ou même de la disposition des feuilles qu'on pouvait mettre sur notre bureau, ou même de choses, de post-it, d'éléments de travail qu'on pouvait même afficher au mur, qui à l'époque m'avait fait très bizarre en fait. Voilà, surtout que je connaissais d'autres sociétés dans lesquelles la liberté était quelque chose d'assez important, qui fonctionnait notamment sur la responsabilité tout simplement des chacun, salariés. et on va y venir voilà. parce que c'est important pour vous. On pourrait bien parler d'entreprises libérées d'ici la fin de cette émission avec vous notamment. Yasmine. C'est là-bas que vous rencontrez Ouais. ceux qui vont devenir vos associés. Tout à fait. Ouais, tout à fait. On est en 2006. Ouais, on est en 2006. Je pense que c'est l'un des principaux avantages en fait de cette expérience à Benchmark qui a été relativement courte. C'est cette rencontre avec Jérémy Ludovic, cofondateur également de Do You Buzz, qui ont été très inspirantes, très motivantes et qui m'ont appris beaucoup de choses, notamment sur le web en lui-même, parce qu'à l'époque en fait j'intègre une société qui travaille sur le web, mais en ayant une certaine passion, mais plus en termes d'utilisateurs, sans comprendre un petit peu l'économie du web, sans comprendre un petit peu tous les acteurs qui pouvaient intervenir. Vous êtes fasciné par Viadeo, c'est le modèle notamment à l'époque. Qu'est-ce qui vous fascine? C'est pas que. Ouais, tout à fait. En fait, je pense qu'à l'époque, c'est la fonctionnalité, c'est la storytelling des dirigeants de Viadeo, c'est quoi? La storytelling du côté vedette du web en quelque sorte? Bonne question. En fait, à l'époque, c'est vraiment l'effervescence sur le web. Il y a beaucoup de choses qui interviennent. C'est l'avènement, on parle du web 2, c'est-à-dire du web participatif. Tout le monde peut être producteur de contenu. L'accès à Internet est beaucoup plus facile. Et à l'époque, effectivement, Viaduc à l'époque me marque beaucoup. C'est l'avènement de LinkedIn. Et puis aussi, finalement, une société même qui me marque plus que ça, qui est NetVibes, qui était une espèce de page web qu'on pouvait se constituer pour avoir une espèce de page web d'accueil, en fait, sur laquelle on pouvait recenser plein d'éléments, notamment tous les flux d'actualité des sites internet qui pouvaient nous intéresser, etc. Donc il y a un champ des possibles incroyable là. C'est ça qui vous intéresse? Ah oui, tout à fait. Si je me souviens bien, c'est en 2007 qu'il y a eu la création de YouTube, qui est un des moments les plus importants sur Internet. C'est à ce moment-là en fait que vous avez eu envie, c'est-à-dire tout le moment où il y a eu la création et la possibilité, où vous avez réalisé que c'est possible sur Internet de réussir juste seul en fait, juste avec un ordinateur et... Tout à fait, ouais. Il y a tellement d'effervescence, tellement de nouvelles startups qui se lancent, tellement de nouvelles idées, que forcément on a envie d'en être. Même si le sujet des startups existe depuis longtemps, parce qu'il y a eu la bulle avant, etc.,
Alors, il y a eu des périodes pas faciles, mais là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis en plus, on a la chance de s'entourer aussi de personnes où il y a des discussions qui s'engagent, qui permettent de nous motiver, de nous intéresser, etc. Et je me souviens qu'à l'époque, quand on a l'idée de Do You Buzz, on a échangé avec une autre société, d'autres dirigeants qui nous disent le marché des RH est un endroit où il y a beaucoup d'acteurs. Les RH, c'est les ressources humaines. Ressources humaines. Mais finalement, sur Internet, ce qui est bien, c'est qu'il y a la place pour tout le monde. Et que chacun peut trouver le moyen de se différencier et de trouver ses propres clients et de faire en sorte de trouver le succès. Voilà. Et vous avez trouvé le moyen de vous différencier? Ouais, tout à fait. Vous l'avez trouvé comment On l'a pas trouvé. Et à quel moment aussi? Bonne question, ouais. On l'a pas trouvé tout de suite. Yasmine, c'est une chercheuse d'or, hein, donc elle veut savoir comment on trouve les pépites. La question du quand est très intéressante. Je pense qu'à l'époque, ce qui est intéressant en fait, a posteriori, quand on a monté Do You Buzz, on a eu pas mal de retours de la part d'utilisateurs ou de personnes du web qui nous ont dit votre service est vraiment sympa et c'est marrant parce qu'en fait j'ai eu la même idée. Et cette phrase-là, on l'a rencontrée à plusieurs reprises, même à très nombreuses reprises. Et je pense que la principale différence à nous, c'est le fait qu'on l'ait fait. Oui, tout simplement. On a pris l'opportunité, on a aussi eu le courage de le faire, on y est allé et on a été aussi bien entouré, on a eu certaines chances. Vous avez hésité? On a hésité à un moment, aussi, ouais. tout à fait. Parce qu'il fallait investir dès le départ, peut-être? Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a aussi une autre start-up qui s'est lancée à l'époque où on se disait tiens, c'est trop tard, ils ont fait la chose qu'on voulait faire. Une société qui s'appelait Mon CV à l'époque, qui a fait à peu près la même chose, mais avec certaines différences et finalement qui sont assez majeures et qui nous démoralisent. Et malgré tout, il y en a un qui abandonne pas la chose, c'est Ludo, et qui malgré tout se lance. C'est combien l'investissement de départ? Ça a été de l'ordre de 150 000. 150 000 euros. Ouais, répartis, enfin à peu près entre 100 et 150. Et là, je vois un Gaspard à côté de vous impressionné, ça se voit à l'écran? C'est une sacrée somme quand même, ça. Ouais, ce sont des fonds d'amorçage qui ont été répartis en fait entre des prêts bancaires, des aides locales. Des fonds d'amorçage, c'est-à-dire des fonds dédiés au lancement d'une société, au démarrage. Donc on a eu des subventions, des prêts d'honneur, des cautions aussi qui ont permis d'obtenir le prêt bancaire et puis voilà. Donc vous avez été vachement entouré en fait pour la création de Do You Buzz finalement. Ouais, on a été entouré, on a réussi à s'entourer de sociétés qui maîtrisaient d'ores et déjà ce métier d'entrepreneuriat. On s'est entouré. Est-ce qu'il y avait des business angels, des choses comme ça? Oui, alors ça c'est venu par la suite. D'accord. Business angel. Pour renforcer l'activité peut-être? Ouais, exactement, parce qu'à un moment, commencer une activité que celle-ci n'était pas très facile. Et donc finalement, on avait le cul entre deux chaises en fait. On voulait développer Do You Buzz, mais on n'avait pas assez d'argent pour le faire malgré tout, parce qu'en fait les 110 ou 150 000 euros nous ont permis de recruter 3 personnes qui ont développé la plateforme, donc des techniciens. Nous on n'avait pas ces connaissances-là, et à cette époque-là on payait ces personnes sans nous rémunérer. Ça a duré un certain temps quand même. Et puis à un moment... Ça vous a inquiété ça? Oui, bien sûr, parce que quand on vit avec pas grand-chose par mois, chaque mois il faut payer le loyer, etc. Et forcément on tient... Comment est-ce qu'on fait pour tenir? Comment est-ce qu'on fait pour continuer à être persévérant et à se dire ça va marcher notre truc? On a investi quand même un paquet d'argent, on l'a dit, 150 000 euros, on ne se rémunère pas, mais il y a un moment ça va marcher. Comment on tient? Grâce à ces personnes dont on s'entoure, les premiers actionnaires qui ont été des sociétés, je pense à la société Intuiti ou Oscar, qui sont des sociétés nantaises. Avec lesquels vous faisiez régulièrement le point? Oui, avec lesquels on faisait régulièrement le point, et puis ils étaient tellement bienveillants avec nous, et puis par ailleurs tellement positifs que forcément ça nous a aidés. Et puis après on sait très bien aussi que ces sociétés-là ne sont pas créées du jour au lendemain, il faut tenir, il faut persévérer, il faut donner de l'énergie. Et moi, les sociétés Oscar, je la connais très bien, et je sais très bien que les débuts n'ont pas forcément été très faciles, mais la persévérance paye. Margot? Donc en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu qu'est-ce que c'est Do You Buzz en fait? Alors Do You Buzz, c'est un service sur le web qui aide et qui accompagne les gens dans la réalisation de leur CV pour leur permettre de réaliser un CV dont ils sont fiers. Et ça, c'est très important. Ah, ça parle de fierté. Ouais, de fierté. Vous avez vu un peu tout ce qui peut se cacher finalement derrière une
ce qu'on pourrait nommer un outil informatique, en réalité, ça parle de bien d'autres choses. Oui, parce que on n'est pas juste un outil, on est là pour aider les gens à réaliser un CV. Cet exercice-là est vraiment pas facile. Comment savoir se vendre, hein, on va en parler tout à l'heure. Comment savoir se mettre en valeur, quoi mettre en valeur. Comment aussi se mettre à la place de son interlocuteur, du recruteur. C'est pas facile, parce qu'en fait, finalement, beaucoup de personnes font leur CV pour eux-mêmes, mais finalement, il faut le faire pour le recruteur. Beaucoup de personnes font leur CV pour eux-mêmes. Oui, c'est-à-dire qu'ils oublient parfois... Tu veux dire qu'il y a un côté narcissique dans la réalisation du CV, c'est ça que vous voulez dire? Non, mais en fait, ils répondent à ce qu'ils connaissent finalement. C'est-à-dire que finalement, ils se décrivent, mais sans penser, c'est juste un oubli, sans penser forcément à qui va faire le choix de les sélectionner, de les choisir, de les recruter. Donc nous, on les aide à faire ça. Et puis, cette fierté est importante parce qu'en fait, une fois qu'on a réalisé son CV, c'est aussi un outil de développement personnel et professionnel, hein, c'est quelque chose qu'on garde tout au long de notre vie. Et le CV permet aussi d'arriver plus fort à l'entretien. Et ça, c'est important. Et c'est notamment des utilisateurs qui nous en ont fait comprendre, des candidats, qui nous disent que lorsque j'ai réalisé mon CV, je savais que j'avais fini la réalisation de mon CV et je savais que lorsque j'arrivais à l'entretien, j'étais plus serein. Arriver plus fort à l'entretien, je vois Elodie Nedelec, notre grand témoin tout à l'heure pour le débat C'est quoi le travail, prendre plein de notes et à mon avis, elle aura certainement envie de réagir là-dessus. Fatou. Vous avez dit, je vous cite, « On a toujours autant de choses à prouver à nous, notre modèle économique, nos clients. » Êtes-vous du genre à prouver ces choses à vous-même en permanence? Ouais, totalement. On a toujours à prouver à ses collègues, à soi-même, à ses collègues, à ses associés, à ça parle d'humilité, ses clients. Je pense. Après, après ce sont des valeurs personnelles, mais oui, je pense. Attendez, vous êtes en train de dire qu'on peut diriger une entreprise et être humble à la fois? Ouais. Ah, moi ça me choque, je vais sortir de cette émission. C'est important, ça, c'est un moteur, un carburant. Est-ce que c'est un carburant? Non, après ce sont des valeurs personnelles. Tout le monde ne répond pas forcément à ça et c'est pas grave, mais en tout cas pour moi ça me paraît, c'est une valeur qui me parle. Vous avez parlé de bonheur au travail. Ouais. On va en parler dans un instant. Avec C'est quoi le travail? Théo a retrouvé son idée. C'est bon. Juste pour revenir en fait sur du e-buzz, vous avez parlé avec des recruteurs pour savoir ce qu'ils attendent un peu plus, au lieu de parler avec par exemple des employés que vous pouvez être. Vous avez parlé avec des gens qui vont recevoir ce que vous avez créé en fait? Bonne question aussi. En fait, oui, on l'a fait. Je pense pas assez en fait au début. Aujourd'hui, tu vois, au bout de 8 ans, on corrige un peu ces genres de choses-là et on parle davantage avec les différentes personnes qui peuvent graviter autour de doYouBuzz. Donc, ce sont les recruteurs, ce sont les candidats, ce sont aussi les entreprises. Et au début, effectivement, mais malgré tout, en fait, au début, on a dessiné doYouBuzz un peu pour nous. C'est-à-dire qu'on répondait à notre objectif à nous. C'est-à-dire que, tiens, pour la petite histoire, en fait, doYouBuzz est né d'une façon très simple, en fait. Ludovic a voulu quitter la société, Matchmark Group, et pour ce faire, il a voulu se valoriser, et pour se valoriser, il a réalisé son site internet, parce qu'il visait le milieu du web, les startups, etc. Et ce site internet, en fait, ressemblait les rubriques traditionnelles du CV, expérience, compétences, formation, centre d'intérêt. Et à l'époque, on s'est dit, bah tiens, c'est formidable, mais finalement, la problématique, c'est qu'il faut maîtriser le code informatique pour pouvoir faire ça. Et ce qui serait bien, c'est de permettre à tout un chacun de réaliser la même chose, un site internet qui nous présente, un site professionnel de nous-mêmes, de notre personne. Et finalement, en faisant ça, on a répondu à notre souhait, à nous, à notre objectif. Comment mieux se valoriser? Et finalement, on partait du constat qu'il y a une seule chose dans le milieu du recrutement qui n'avait pas forcément évolué, c'était le CV en lui-même. On était encore sur du CV papier, CV Word ou PDF, qui pour nous freinait encore la valorisation. Il y a beaucoup de choses qui est possible de faire pour se valoriser. Et voilà, on a essayé d'aller plus loin. Eh bien, on va voir justement dans la prochaine discussion ce qu'on peut faire pour se valoriser. Vous allez nous donner votre point de vue en vous adressant aussi bien à des lycéens qui sont de futurs professionnels dans la vie active et bien sûr au public qui est avec nous à Atlantis Le Centre aujourd'hui. Avant d'applaudir, ça veut dire quoi réussir? Ça dépend à quelle échelle on se met. Pour moi, la réussite, elle peut être personnelle, professionnelle. La définition de Julien. Mais pour moi, réussir, c'est être heureux. Ah, c'est beau. Ça plaît à Fatou. Je pense que elle va vous demander un stage bientôt. Fatou. Julien Malin, j'étais notre invité. Merci. Réussir, l'émission qui donne envie d'agir.